Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de géographie et qui va s'intéresser au premier chapitre donc, du programme de géo du niveau 4e. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le programme de 4e s'insère dans la thématique globale de la mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la mise en connexion de toutes les parties du monde. Et cette mondialisation, elle va entraîner un processus de transformation des espaces, notamment parce qu'il y a une croissance urbaine, sachant qu'aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit à l'intérieur d'un espace urbain, donc qui se rapporte à la ville, et elle va également entraîner l'augmentation des mobilités humaines, financières, économiques, politiques, enfin le fait que tous les échanges fonctionnent à travers l'international, et elle va également entraîner la mise en connexion des espaces dus justement grâce à ces échanges, donc à la fois une mise en connexion par voie maritime, par voie aérienne ou par voie par exemple ferroviaire ou routière. Donc le premier chapitre qu'on va étudier, il s'insère dans le thème sur l'urbanisation du monde, à savoir donc le processus de concentration des populations à l'intérieur des villes, et il va plus particulièrement se concentrer sur les espaces et les paysages donc, qui appartiennent justement à ce processus d'urbanisation. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui il y a 50% de la population mondiale, enfin même un petit peu plus, qui vit à l'intérieur des espaces urbains. Toutes les agglomérations urbaines, donc les agglomérations urbaines, ce sont ces espaces qui sont marqués par une continuité du bâti. Avant on disait que c'était les espaces qui contenaient plus de 2500 habitants. Ces espaces urbains, ils ont une organisation qui est assez spécifique, qui est assez similaire à l'intérieur de tous ces espaces, donc on retrouve un petit peu partout, et généralement il est marqué par un centre, une ville-centre et sa banlieue, et une périphérie qu'on appelle la couronne périurbaine. Pourtant, malgré cette structure commune, on va remarquer quand même qu'il existe des petites différences entre les paysages urbains qui peuvent varier suivant les territoires. C'est le cas par exemple si on compare les paysages d'Amérique aux paysages européens, tout simplement parce que les paysages Europe et les villes de l'Europe ont été marqués par leur histoire. Ce sont des villes qui sont très anciennes, qui souvent, si on prend par exemple le cas de la France, remontent pour la création de certaines à l'Antiquité ou au Moyen-Âge, et elles se sont agrandies, elles se sont ensuite transformées sous l'effet justement de la mondialisation, de la modernisation à travers le temps. Et donc on a des espaces urbains qui ne sont pas forcément uniformes, on va retrouver souvent un centre historique et ensuite des villes nouvelles marquées par un paysage qu'on va retrouver un petit peu plus de manière globale à l'international. Alors que si on prend les villes américaines, qui sont par exemple des villes beaucoup plus récentes, eh bien on va retrouver souvent le même type de bâtiment, le même type de structure. L'avantage de ce chapitre, c'est qu'on va pouvoir justement comme ça lire un paysage, essayer de repérer les particularités qu'il a, mais également de dégager les structures communes qu'on peut avoir entre ces différents paysages. Donc si je prends ici le paysage de Los Angeles. La ville de Los Angeles, elle est située aux États-Unis, dans l'État de Californie. C'est une ville qui est gigantesque, qui compte à peu près 18 millions d'habitants. Et son paysage est assez représentatif, notamment du processus d'urbanisation, puisque on le voit, on a une très forte concentration des populations à l'intérieur de cette grande ville. Alors, les États-Unis ont cette particularité qu'ils ont quand même un espace qui est très grand, donc les villes s'étendent, c'est ce qu'on appelle le processus de périurbanisation, c'est-à-dire que les villes vont s'étendre à l'extérieur des périphéries et que l'agglomération va grignoter progressivement sur les terres de campagne pour pouvoir augmenter l'espace urbain, et elles vont se développer le long notamment des axes de communication, à savoir les autoroutes, les voies ferrées. Ce qu'on peut voir sur ce paysage de Los Angeles, ce sont plusieurs choses. Déjà, si on va sur le fond du paysage, on va remarquer ce qu'on appelle le CBD, le Central Business District, le quartier des affaires, qui est souvent l'espace où on va concentrer les fonctions économiques, où on va avoir les bureaux, les entreprises. On va retrouver également un espace particulier dévolu plutôt à tout ce qui est industriel, les entrepôts, les immeubles, des espaces comme ça qui vont être plutôt dévolus aux activités liées à l'industrie. Des espaces plutôt dévolus aux activités culturelles, là on va dire que ça va être le cas pour le Staples Center, le centre des congrès. Donc le centre des congrès, ça doit être certainement un espace où on fait des grandes conférences. Les banlieues pavillonnaires qui sont dans un endroit. Banlieues pavillonnaires, ça va être généralement bien les lieux d'habitation, assez similaires, avec ces petites maisons pavillonnaires qui sont un petit peu toutes identiques et qu'on retrouve aujourd'hui en France par exemple dans les villes nouvelles, mais dans toutes les villes européennes aussi, et nos grands axes de communication. Et donc, une fois qu'on a décrypté comme ça ces différents éléments du paysage, on peut les schématiser. Je rappelle qu'un schéma, c'est une représentation simplifiée de la réalité, mais c'est ce qui permet surtout de décrypter et de comprendre comment s'organise un paysage. Donc par exemple, si je voulais faire un schéma de ce paysage de Los Angeles, je pourrais faire ceci. Donc on retrouve le titre, je rappelle, majuscule noire très importante, la légende sur le côté, avec nos différentes couleurs. Les couleurs ne sont pas que là pour être esthétiques, elles sont là pour
montrer quelque chose. Alors là, c'est un schéma qui avait été réalisé par une élève il y a plusieurs années. On va retrouver donc les différents espaces de Los Angeles. On voit qu'on a l'espace naturel qui est dans le fond, l'espace de travail donc qui correspondrait au CBD qui est en rouge, les espaces d'habitation qui seraient plutôt sur le côté, les espaces dévolus aux activités qui seraient représentés en orange, et ensuite des aménagements qui sont justement ces fameux axes de communication représentés en marron, mais également des éléments du territoire qu'on va retrouver avec l'utilisation de figurés ponctuels, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un dessin d'un stade, on n'a pas fait un trait non plus, ça c'est un figuré linéaire, une ligne, quand on fait un trait. C'est pas non plus un figuré de surface. Surface, c'est une couleur qu'on va appliquer. Là, on est sur des figurés ponctuels pour le stade ou l'entrepôt, puisqu'on a utilisé des icônes, un petit rond, un petit carré, pour représenter certaines choses. Alors, la lecture des paysages, ça permet effectivement de représenter des espaces, de dégager des phénomènes, de comprendre comment ça s'organise, mais surtout, du coup, de révéler des phénomènes sociaux, c'est-à-dire les inégalités sociales. La ville, bon, les espaces de campagne aussi, mais principalement la ville, on va voir que c'est vraiment une façon de comprendre comment s'organise le monde et comment s'organisent les populations, puisqu'on va voir que les populations défavorisées, souvent, ne sont pas mélangées avec les populations les plus aisées. C'est le cas dans toutes les villes. Prenez la ville de Paris, vous allez vous rendre compte que les populations les plus défavorisées vont se retrouver dans les zones de banlieue. Alors, à distinguer entre banlieue favorisée et banlieue défavorisée, mais vont se retrouver en tout cas séparés des espaces qui seraient plutôt des espaces de personnes qui, eux, auraient de l'argent. Si je prends la ville de Sao Paulo, qui est une ville donc située au Brésil, en Amérique du Sud, elle compte 21 millions d'habitants, donc bon, on est sur des très 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 grandes villes. Il faut vous dire que Paris, c'est 2 millions d'habitants en France. Et que l'aire urbaine de Paris, donc Paris et l'Île-de-France, c'est 12 millions. On n'atteint donc pas la ville de Sao Paulo. D'accord ? Relativisons nos chiffres. Donc la ville de Sao Paulo, c'est 21 millions d'habitants. Donc on retrouve, comme avec la lecture du paysage de Los Angeles, le CBD dans le fond. Mais on va voir apparaître un élément qui n'apparaissait pas sur la ville de Los Angeles. C'est au premier plan les bidonvilles. Donc bidonvilles, ce sont des habitations qui sont faites à partir de matériaux de récupération. Souvent les bidonvilles n'ont pas forcément accès à l'eau et l'électricité. Alors c'est pas toujours le cas, hein, mais ils sont beaucoup moins bien reliés au centre-ville que d'autres espaces, notamment des espaces qui seraient plus aisés. Et dans la ville de Sao Paulo, on a une particularité, alors qu'il se voit beaucoup dans les villes américaines, moins dans les villes françaises ou dans les villes européennes, tout simplement parce qu'aujourd'hui les politiques dans les villes européennes essayent d'encourager la mixité sociale, donc de mélanger les populations et les... Alors, ça se fait pas toujours partout, hein, on a encore des espaces qui sont bien cloisonnés, mais les nouvelles politiques de la ville essayent justement de recréer de la mixité, donc faire en sorte que populations plus aisées côtoient des populations plus défavorisées, alors que aux États-Unis, c'est vraiment très... Enfin, aux États-Unis et en Amérique, de manière générale, c'est vraiment très marqué la différence entre population précaire et population favorisée, surtout qu'on a des écarts de richesse qui sont très très importants, avec des populations qui sont très très pauvres et des populations qui sont très très riches. Et donc, si on regarde justement cette image, on voit la différence entre un bidonville et juste à côté, eh bien, un immeuble qui, lui, par contre, a une population de personnes qui, visiblement, auraient les moyens de peut-être aider les bidonvilles, mais qui ne le font pas. Les populations les plus riches se concentrent dans des espaces qu'on appelle des gated communities, c'est-à-dire des lieux fermés où ils vont habiter, si souvent marqués par un joli portail, un gardien, une caméra, donc qui permet comme ça de garder ces belles maisons, alors qu'à l'inverse, les populations les plus précaires, les plus pauvres, vont être en banlieue. En gros, pour vous expliquer qu'il y a quand même une différence entre ceux qui ont les moyens de vivre proches du centre et ceux qui n'ont pas les moyens, et en gros, moins on a de moyens, plus on est éloigné du centre-ville. Ça pose donc des soucis par exemple pour aller au travail si on travaille dans le CBD. Comme vous l'avez vu, les grandes villes du monde ont aujourd'hui une structure et un plan qui se ressemblent, et en tout cas qui permettent aux habitants de se repérer et de circuler. Hein, c'est quand même plus facile quand on a des panneaux pour pouvoir se repérer. C'est pour ça que c'est plus compliqué quand c'est des villes qui s'urbanisent très rapidement. Si je prends la ville du Caire en Égypte, on voit quand même que l'urbanisation elle est rapide, elle est massive, tout simplement parce qu'aujourd'hui les pays d'Asie du Sud-Est et également les pays d'Afrique eh bien, connaissent un processus de croissance urbaine qui est assez forte et que la ville n'a pas le temps, en fait, face à cet exode rural et face à cette concentration des populations à l'intérieur des villes, de se préparer, de proposer des logements, et donc on se retrouve avec une pénurie de logements. Donc les populations s'accumulent dans les bidonvilles, et on voit que là, bah, elles clignotent et elles vont en direction des pyramides. Les villes d'Amérique du Nord, principalement de l'hémisphère nord hein, en général de toute manière, ont eu le temps de s'adapter tout simplement parce que la croissance urbaine est plus ancienne et qu'aujourd'hui on a un taux de croissance qui est... Enfin, aujourd'hui c'est stabilisé. Il n'y a pas une arrivée massive de population à l'intérieur des villes, ce qui est moins le cas donc, dans les nouveaux pays, donc dans les pays de l'hémisphère sud.
Toujours est-il que ce processus d'urbanisation entraîne également un processus d'uniformisation. Donc uniformisation, rappelez-vous, mot uniforme, uniforme, tout le monde est habillé pareil, ben c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui toutes les villes se ressemblent. Vous allez au Cap, en Afrique du Sud, vous allez retrouver la même structure et le même type de ville que ce que vous allez pouvoir retrouver à New York, aux États-Unis. C'est-à-dire que les très grandes villes, alors c'est pas le cas des villages, hein, mais les très grandes villes qui sont liées à la mondialisation, eh bien, se retrouvent à être similaires, avec toujours notre centre-ville, donc qui concentre généralement le plus de richesses, donc ce sont généralement dans les villes récentes un CBD. Alors, dans les villes plus anciennes, si on prend le cas de Paris par exemple, il y a un CBD, mais il est à la Défense, il n'est pas au centre-ville, il est plutôt reculé. Si on prend New York, on voit qu'il est au centre, c'est le quartier de Wall Street. Ensuite, on va se retrouver avec une périphérie, ou une banlieue, qui est souvent située le long des axes de communication, avec soit des espaces très marqués, avec d'un côté des gated community pour les populations aisées, et de l'autre côté des bidonvilles. Donc on l'a vu, c'est assez flagrant par exemple pour Sao Paulo. Si on prend les villes européennes, ça va être un petit peu moins le cas, encore une fois, parce que c'est des processus qui se sont faits au cours du temps. Il n'empêche qu'on a quand même des espaces où on va retrouver plutôt des populations défavorisées. C'est le cas notamment des espaces avec des HLM, donc habitations à loyer modéré, qui ont été créés après la Seconde Guerre mondiale, qui à la base étaient des lieux qui devaient créer de la mixité. Je précise qu'au départ, il y avait des populations, on faisait face à une crise du logement à la sortie de la guerre, on a proposé ces HLM qui ne devaient pas durer, qui devaient être une habitation provisoire. On avait des populations qui avaient de l'argent, des populations qui en avaient un peu moins. Or, au cours du temps, eh bien, les populations qui avaient de l'argent sont parties des HLM. Seules les populations finalement les plus défavorisées y sont restées et on ne les a pas détruits. Donc aujourd'hui, il y a un vieillissement de ces bâtiments et il y a une paupérisation de ces quartiers. Aujourd'hui, nouveau processus qu'on voit apparaître de plus en plus, ce sont les espaces périurbains situés en couronne périurbaine, donc au-delà des banlieues. Ça, c'est dû à la croissance des villes, donc qui a entraîné un étalement urbain, une périurbanisation, c'est-à-dire que les agglomérations ont grandi en direction des campagnes. Dans ces espaces, on va souvent retrouver le même type d'habitation avec des logements pavillonnaires, donc ces petits pavillons, je vous rappelle, c'est ces petites maisons identiques, hein, vous en retrouvez pareil, hein, vous en retrouvez à Dourdan aussi, au niveau de certains quartiers. J'en ai terminé pour cette vidéo, je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.